Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que tout le monde se pose un peu. Comment on fait pour mieux comprendre les gens autour de nous? Bon, on n'a pas de recette miracle, hein, mais notre source du jour, un résumé vidéo, propose quelques pistes, des clés venues de la psychologie en fait. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'explorer ensemble ces pistes pour affiner un peu notre lecture des autres. Qu'est-ce qui les motive vraiment? Leur corps, qu'est-ce qu'ils racontent? Et comment on peut saisir leur personnalité sans les mettre dans des cases? Et surtout, comment mieux observer? Tout à fait. Et je crois que le point de départ, c'est de réaliser que pour comprendre quelqu'un, il faut d'abord saisir certains euh, mécanismes psychologiques de base. Des trucs qui nous influencent tous, souvent sans même qu'on s'en rende compte. D'accord. Alors, par où on commence? Les motivations peut-être? On dit souvent qu'on cherche le plaisir et qu'on évite la douleur, ça paraît simple, non? Mais bon, ça explique pas tout, j'imagine. Pourquoi on persévère sur un truc difficile ou pourquoi on aide quelqu'un sans rien attendre en retour? Ben oui, c'est un peu la base, mais c'est plus nuancé que ça. Prends la pyramide de Maslow, par exemple. On commence par les besoins de base. Manger, dormir, le physiologique, quoi. Après, il y a la sécurité. Puis le besoin d'appartenance, l'amour, l'estime de soi. Et tout en haut, l'accomplissement personnel. D'accord. Ce qui est important, c'est de voir quel besoin est prioritaire pour la personne euh, à un moment précis. Ça change tout dans ses réactions, ses choix. Et puis, il faut ajouter les mécanismes de défense. Tu sais, le déni, quand on refuse de voir un truc désagréable. Oui. Ou la projection, on voit nos propres défauts chez les autres. C'est inconscient, hein. C'est pour protéger notre ego, en quelque sorte. Mhm. Comprendre ses moteurs internes. D'accord. Mais comment ça se voit de l'extérieur? Parce que souvent, on n'en a pas conscience, comme vous disiez. Et ça nous amène au langage du corps, j'imagine. Exactement. C'est là où ça devient assez fascinant. Paul Ekman, il a identifié 6 émotions universelles. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise. On les retrouve partout dans le monde. Et elles peuvent apparaître très vite, sous forme de micro-expressions. Ah oui, ces trucs très rapides. Voilà. Un petit soubresaut du coin de la lèvre, pour la joie par exemple, même si la personne essaye de le cacher. Mais attention, hein, le plus important, c'est de ne pas sauter aux conclusions sur un seul signe. Jamais. Le contexte, c'est vraiment essentiel. D'accord, pas de jugement hâtif. Non. Et on regarde aussi la cohérence. Est-ce que les gestes collent avec les mots? Quelqu'un dit être calme et tapote du pied frénétiquement. Bon. Il y a aussi le mirroring, le reflet, quand on adopte un peu la même posture que l'autre, inconsciemment. Ça montre souvent qu'il y a une bonne connexion. Intéressant. Et au-delà de ces signaux du moment, il y a aussi ces modèles qui essayent de dessiner les grandes lignes d'une personnalité. Le MBTI, les néagrammes, on en entend parler. Comment on peut les utiliser sans tomber dans la caricature, justement? Mettre les gens dans des cases, quoi. Bah, c'est le piège, effectivement. L'idée derrière ces outils, que ce soit le MBTI ou les tempéraments de Kiersey, c'est pas de coller une étiquette définitive. C'est plutôt de nous donner un langage pour parler de préférence. De préférence. Oui. Par exemple, l'axe introversion-extraversion du MBTI. Ça dit pas si t'es timide ou sociable. Ça dit plutôt d'où tu tires ton énergie. Juxtile de calme, de la réflexion intérieure ou des interactions avec les autres. Comprendre ça chez quelqu'un, ça peut aider à voir comment il ou elle fonctionne au travail ou comment il réagit au stress. Ce sont des aides à la réflexion, pas des vérités absolues. D'accord, je vois. C'est plus une grille de lecture qu'un diagnostic. Exactement. Bon, alors on a les motivations profondes, les signaux du corps, une idée des préférences, mais concrètement, au jour le jour, comment on fait pour assembler tout ça, pour observer plus finement? Alors, l'observation active, ça demande un peu d'attention sur plusieurs points. D'abord, écoutez les mots utilisés. Est-ce que la personne dit beaucoup «je» ou plutôt «nous»? Est-ce qu'il y a des mots chargés d'émotion? Un jargon spécifique? La source qu'on a mentionne, une piste intéressante. Les personnes qui mentiraient auraient tendance à utiliser plus de mots, mais moins de pronoms personnels, comme «je». C'est une piste, hein. Hmm. Ce qui est plus fiable que de chercher un signe unique, genre se toucher le nez, ça c'est un mythe, c'est de repérer les incohérences. Les contradictions. Oui, dans ce que la personne dit au fil du temps, ou entre ce qu'elle dit et ce que son corps montre. Mais il faut observer sur la durée. Et puis, faire confiance à son intuition. Ce gut feeling, comme on dit. Parfois, on sent une dissonance sans savoir pourquoi. D'accord. Et enfin, une technique utile, c'est de poser des questions un peu indirectes pour comprendre les vraies motivations. Ah oui. Genre quoi? Bah, au lieu de demander qu'est-ce qui vous motive, on pourrait dire quelle récompense vous pousserait vraiment à vous dépasser? Ou quelle est votre plus grande fierté perso? Et à l'inverse, quel échec vous a le plus marqué?
Ça révèle souvent les valeurs profondes, sans en avoir l'air. Malin. C'est beaucoup plus subtil. Ok, donc si je résume un peu tout ça. Pour mieux cerner les autres, il faudrait regarder leurs motivations profondes, les besoins de Maslow, les défenses de l'ego, Oui. essayer de décrypter les signaux non verbaux, les émotions d'Ekman, la cohérence entre gestes et paroles, utiliser les modèles de personnalité comme un langage pour les préférences, pas comme des boîtes. C'est ça. Et puis surtout, pratiquer l'observation active. Écouter les mots, chercher la cohérence sur la durée, faire confiance à son intuition et poser des questions un peu décalées. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite chose sur laquelle réfléchir. Oui. En prenant conscience de toutes ces couches, les motivations cachées, le langage du corps, nos propres schémas de personnalité ou ceux des autres, est-ce que ça pourrait pas, au final, changer aussi la façon dont on se voit nous-mêmes? Pas seulement nos interactions, mais notre propre regard intérieur.